Bonjour petits égrangteurs, j'espère que vous allez bien. J'ai un flow aujourd'hui inimitable. Bon, si j'ai mis ça, vous savez pour quel genre de vidéo on est présent. Aujourd'hui, on va parler des cerfs d'aigle. J'ai remis El Bobo Cochonou pour 5 livres pour des cerfs d'aigle. Et j'ai un petit peu galéré, mine de rien, parce que je n'ai pas beaucoup d'érudits dans ma bibliothèque, contre toute attente. Je n'ai pas aussi beaucoup de sages, ou sinon je vous sors Dumbledore et ça n'a aucun intérêt. Donc on commence tout de suite. Avant toute chose, et c'est un petit peu difficile de tenir un discours sérieux avec ce genre de tenue, je tenais à vous rappeler que la fin de la campagne Ulule se termine le 27 mars, donc dimanche. Si vous souhaitez contribuer à la publication de Nous regrettons la mort d'Arnaud Cazelle, voilà, vous avez jusqu'à dimanche. Il y a un récit de chasse aux sorcières qui s'inspire voilà, de romans celtiques nordiques, romans de voyage entre une jeune inquisitrice et un vieux fromager qui vont devoir traquer une sorcière dans un monde où la mort a disparu et où les spectres et la brume rôdent. Voilà. Et c'est un roman autant émouvant, captivant, palpitant, qui est dans l'action et en même temps dans l'émotion, qui est assez touchant sur ces thématiques, notamment c'est une thématique que je n'ai jamais lue personnellement en imaginaire, et quand je l'ai découvert je me suis dit ah, enfin quelque chose d'original. Et sur ce, on va commencer la vidéo tout de suite. Amis cerfs d'aigle, asseyez-vous, aujourd'hui on parle de nos frères. Si vous êtes sage et réfléchi, Cerf d'aigle vous accueillera peut-être. Là-bas, ce sont des érudits qui ont envie de tout connaître. Personnellement, les cerfs d'aigle, alors autant les Poufsouffles, il y avait un petit côté critique dans la chanson du Choixpeau. Là, on est face à des personnages sages et réfléchis qui ont envie de tout connaître. Donc il y a aussi la critique derrière, faut le dire aussi. Les cerfs d'aigle ne sont pas connus pour être des gens fun, pour tout vous dire. C'est un peu les chieurs de Poudlard, les casse-bonbons de « Alors, t'as fini le chapitre 17 ?» ou « Oh mon dieu, je vais avoir que 15 sur 20, j'ai pas assez révisé !» Le genre de tête à claque. Voilà, donc il y a ce côté aussi, ils ont envie de tout connaître, ils ont cette espèce d'avidité, notamment de connaissances, et une avidité qui les pousse un peu à tout faire pour avoir cette connaissance. C'est pour ça que je trouve que les cerfs d'aigle ont un petit côté, pas serpentard, mais penchent vraiment vers le serpentard un petit peu plus. J'ai toujours vu Gryffondor et Poufsouffle un peu de leur côté, et cerfs d'aigle et serpentard un peu du leur, voilà, en termes de dynamique. On dirait un épouvantard quand je fais ça. Et en plus, vous n'avez jamais vu d'épouvantard avec un Bob Cochonou. Cerfs d'aigle, c'est les sages. Alors, personnellement, je ne me considère pas comme un sage, et les réfléchis, c'est ceux qui aiment lire des bouquins et s'instruire. Voilà, on va dire plutôt ça dans notre chronique. Et par contre, ils sont un petit peu avides de tout ça. Pour tout vous dire, les cerfs d'aigle sont pas toujours positifs. J'ai toujours vu les cerfs d'aigle un peu en deux catégories. T'as les chieurs, voilà, on en a tous connu, hein. Moi j'ai une liste de ces gens-là que j'ai connus pendant ma scolarité, malheureusement, qui chialaient parce qu'ils avaient un 17 sur 20, qui était Miss je sais tout, mais Mister je sais tout, et t'as envie de les claquer. Tu te dis mais ta vie c'est les études, voilà, c'est un peu ça. Et t'as les cerfs d'aigle qui sont plus en mode je t'écoute mon enfant, parlons de tes problèmes. Voilà, c'est plus ce délire là, et je suis plus de ce côté là pour tout vous dire, parce que l'érudition n'a pas été une de mes premières qualités pendant ma jeunesse. Mais donc les frères, on parle de vous, mais on parle aussi des chieurs, on va pas se cacher que, tu vois, même le logo il a pas envie d'être sur le truc. C'est un peu les casse-couilles de Poudlard. Alors en termes de sagesse, j'ai eu un petit peu du mal, comme je vous ai dit, à trouver des personnages qui étaient vraiment sages et réfléchis. J'ai souvent, à chaque fois, ça tombait dans le serpentard en fait, parce qu'ils étaient vraiment trop avides ou trop rusés. Voilà, ça tombait souvent sur la ruse. Alors pour moi, c'était évident que ce personnage soit cerf d'aigle. Alors c'est une série, je vous en ai parlé il y a pas très longtemps, pas forcément en positif, mais ce personnage est pour moi the cerf d'aigle, the woman. Il n'y a pas d'autre mot, c'est un des personnages que j'ai préféré de l'imaginaire, voilà, récemment. Je parle de Jasna, je sais pas comment le prononcer, qui est The Girl. The Girl, je l'aime trop. C'est un personnage, c'est une érudite qui est très importante dans son peuple. C'est la nièce, si je me trompe pas dans l'arbre généalogique, de Dalinar. Voilà, c'est un personnage très important qui va prendre sous son aile, ou du moins le personnage de Shallan, qui est un des personnages les principaux des archives de Rochard, va tout faire pour devenir l'érudite apprenti de Jasna, parce que c'est un personnage qui est très puissant dans son peuple, qui se cultive énormément, qui connaît tout, genre vraiment elle connaît tout, elle est vraiment très instruite, elle aide aussi le royaume grâce à ça, grâce à ses connaissances, notamment ses connaissances sur les frênes, voilà, sur tout ce qui l'entoure. Et c'est un personnage qui est hyper impressionnant par ses qualités de savoir, parce que le savoir c'est le pouvoir, et elle est vraiment la représentation de ça. Elle est alors c'est une sassy bitch aussi, parce que genre elle est un peu horrible, parce qu'elle a ce côté cerf d'aigle qui est insupportable, elle a ce côté cerf d'aigle un petit peu
prétentieux et hautain, voilà, elle a ce côté-là qui en fait un personnage très badass aussi, et voilà, elle a ce rôle-ci, je vous laisserai découvrir, mais c'est un personnage où il y a beaucoup d'intrigues autour d'elle, et qui sont assez palpitantes, mais elle est la représentation de la culture de la femme cultivée aussi. J'ai trouvé ça intéressant que Sanderson ne mette pas forcément l'image du vieux savant, pas forcément fou, mais cultivé. Là, on est sur une femme plutôt jeune, hein, parce que dans mon imaginaire à moi, Jana, elle a entre la 30-40 ans, quoi, dans ces eaux-là, et voilà, c'est une femme qui est en plus d'une très très belle, voilà, c'est vraiment la puissance, l'impérialisme, vous voyez, toujours elle pose ses balls, quoi, à la table, et en même temps elle a ce côté très hautain, très réprouvateur de ce qui l'intéresse pas, tu sais, elle est capable de faire ça si ça l'intéresse pas d'une certaine manière, et elle est assez dure avec Shallan au début. C'est un personnage, au début on se dit, oh là là, en fait moi j'ai adoré, parce que c'est vraiment un personnage de pouvoir avec le savoir, et c'est pas forcément ce qu'on trouve le plus en fantasy, et je la trouve en plus hyper attachante. C'est la serre d'aigle de la fantasy ces dernières années, vraiment il n'y a pas plus sassy serre d'aigle hautaine qui est soit, et elle est vraiment cool et badass. Personnellement moi c'est mon personnage préféré des archives de Rochard. Ensuite, alors, j'ai pris le parti de choisir un personnage qui représente le cerf d'aigle pour moi. Alors c'est un personnage qui a multiples figures parce qu'il est présenté un peu comme un serpentard à sa naissance, enfin du moins. On lui a prêté, alors c'est la lecture chrétienne qui a fait ça, le fils d'une nonne et le fils du diable. Je vous parle de Merlin, et donc je vous ai sorti donc Jean-Louis Fedgen, Le Pas de Merlin, qui, alors j'avais plein de livres sur Merlin, mais ça fait longtemps que je vous ai parlé de Fedgen. Pour ma part, c'est loin d'être le meilleur de Fedgen, donc ne vous arrêtez pas au Pas de Merlin si vous avez lu Le Pas de Merlin. Moi c'est le livre que j'apprécie moins de lui, sur un Merlin qui est un jeune barde qui va devoir fuir quand son seigneur va disparaître, voilà, par la mort, et il a cette réputation du fils du diable, hein, cette lecture chrétienne qui a été faite de Merlin, et il va devoir vivre dans la forêt et s'instruire et tout ça. Merlin, c'est l'image quand même du vieux sorcier instruit, hein. C'est des inspirations de Dumbledore et de Gandalf évidemment, ce qui fait que je trouvais intéressant de le placer en cerf d'aigle, parce que Merlin il a ce côté aussi parfois dans les réécritures d'homme un peu je mâche pas mes mots et que je suis un peu dure avec Arthur, ce qui est un peu le cas aussi des cerfs d'aigle. Les cerfs d'aigle, je trouve, et personnellement dans l'œuvre de J.K. Rowling, dans Harry Potter, les cerfs d'aigle sont pas forcément les personnages que j'apprécie beaucoup, parce qu'on a autant des personnages perchés comme Luna que j'adore, tu vois, mais on a autant des personnages qui sont assez insupportables, qui sont décrits dans le bouquin, où t'as envie de les coller au sol. Bref, notamment dans l'armée de Dumbledore, hein, je ne citerai pas, mais il y en a certains, t'as envie de dire oh mon dieu. C'est la figure de l'homme qui forme Arthur, qui l'instruit autant sur la nature que sur la politique, sur plein de choses, qui en fait un homme instruit. Alors intelligent et instruit sont selon moi deux choses différentes, hein, mais qui est un sage. C'est la figure du sage, celui qui apporte, voilà, la réponse, qui apporte le conseil. Alors même s'il est sage d'une certaine manière, c'est la figure du grand sage, la figure du cerf d'aigle selon moi. Je ne sais pas si Merlin dans Harry Potter, je ne sais plus. À tous les coups, de toute façon Poudlard n'était pas construite quand je dis des bêtises, mais quand ça a été fait. Mais je ne sais pas dans quelle maison aurait été Merlin dans l'œuvre dans Harry Potter, mais pour moi c'est l'imprégnation en fait du mythe de cerf d'aigle. Comme ils disent dans la chanson, peut-être vous serez accepté à cerf d'aigle, donc il y a ce côté un petit peu élitiste, et je trouve que Merlin a toujours eu ce côté, alors très accueillant, mais très je suis différent des autres, je suis bien plus instruit que les autres, bien voilà, on a cette image là. Donc voilà, de comment ne pas parler de Merlin si je parle de cerf d'aigle. Alors, ce personnage peut avoir des traits de Gryffondor, parfois de Serpentard, mais c'est même le livre qui est un peu cerf d'aigle, c'est pour ça que je voulais en parler, parce que c'est un des seuls livres qui parle de cette question-là et qui est un enjeu primordial. J'ai jamais compris pourquoi les auteurs ne mettaient pas forcément ça en avant, parce que géopolitiquement parlant, c'est tout à fait logique. Je vous parle donc de La Reine des Cendres de Erika Johansen, qui est de la fantasy SF, voilà, parce que c'est un livre qui commence comme de la fantasy et qui évolue très vite dans la science-fiction. C'est un livre où on suit une jeune fille
fille qui est la fille d'une reine un petit peu égoïste et qui va être envoyée donc dans une forêt pour être instruite. Voilà, il y a tout un côté où elle est instruite très jeune, très vite, et elle va être placée à la cour alors qu'elle n'a elle savait pas qu'elle était princesse, et elle va devoir sauver le royaume d'un peu de la ruine parce qu'il y a un autre royaume qui fout le bordel et qui essaye de rentrer en guerre avec lui. Et ce livre, alors d'autant plus que le personnage principal, un personnage qui est instruit, et c'est par son instruction qu'elle arrive à gérer les problèmes du royaume, et surtout, elle décide d'instruire son royaume. Ça, c'est quand même intéressant parce que elle décide en fait de placer l'éducation comme une denrée importante de la reconstruction de son royaume et une denrée du futur. Donc c'est une question qui est hyper centrale, je trouve, dans le texte, et c'est une des questions les plus importantes, je trouve, dans la partie fantasy de ce texte-ci, mais c'est pour moi un des textes qui est le plus serre d'aigle en fantasy, parce qu'on met en avant l'instruction, on met en avant le fait d'avoir le savoir pour reconstruire un royaume. On n'est pas face à un personnage qui sait se battre au début, qui est en mode ouais je suis badass et tout, on est sur un personnage qui essaye de reconstruire son royaume sur les bases de son savoir à elle, de ce qu'elle a appris et de ce que les autres lui apprennent, et vraiment c'est assez intéressant. Donc voilà, on a une reine instruite, ce qui n'était pas le cas de sa mère précédemment, et c'est quelque chose qui est assez présent dans le texte, et la question de l'instruction, ça change un petit peu par rapport à ce qu'on peut trouver en fantasy, donc je vous le conseille pour ça. J'ai fait toute une vidéo sur cette trilogie qui est très particulière, voilà, parce que c'est de la dystopie, c'est de la SF, c'est de la fantasy, c'est qu'on s'y perd à la fin un petit peu. Alors celui-ci, c'est un livre que j'adore, vraiment, j'aime tellement vous en parler parce que ça a été une claque quand je l'ai lu il y a quelques années, et pour moi c'est aussi une belle ode d'amour au cerf d'aigle d'une certaine manière, parce que c'est une belle ode aussi à l'instruction des femmes, ou du moins à la place des femmes dans la science, c'est pour ça que j'avais envie d'en parler. Je parle de Prodigieuse créature de Tracy Chevalier. Alors Prodigieuse créature, c'est une histoire qui est inspirée, c'est Mary Heming je crois, c'est une paléontologue du 19e siècle, qui, voilà c'est ça. Mary Henning, à chaque fois je dis Heming mais c'est Henning. On est face à une jeune femme au début du récit qui va trouver des fossiles et qui va décider de se prendre de passion pour. Elle va rencontrer une autre femme, elles vont partager cette passion, et notamment elle va tout faire pour être reconnue par le milieu scientifique, ce qui est assez difficile. Il y a des scènes où t'es en mode oh bah d'accord, à l'époque ça rigolait pas, comme on peut dire, mais c'est une ode aux sciences, à l'amour des sciences, aussi à l'Angleterre d'une certaine manière. Il y a un côté un petit peu sous-entendu amoureux, j'avais trouvé dans le texte, voilà, parce que de toute façon ça n'a jamais été vraiment su si Mary Henning ou pas aimait les femmes, mais c'est un très très beau livre sur le sujet. Alors elle va rencontrer Elisabeth Philpot, qui est une vieille fille, mais qui est une vieille fille très instruite. Donc on est face à deux femmes qui sont instruites, réfléchies, sages, qui vont essayer de rentrer dans une société où les femmes étaient répudiées par le fait que c'était des femmes, alors que Mary Henning, elle a trouvé des fossiles, quoi. Pour le coup, elle les a trouvés, elle les a étudiés, elle les a reconstitués. Bref, c'est quelque chose de très intéressant, c'est basé sur une histoire vraie. Alors il y a bien sûr des choses qui sont beaucoup plus larges. Il y a le film Ammonite, il me semble, qui est inspiré aussi de l'histoire de Mary Henning, qui est voilà, très... C'est vraiment une très belle histoire, et c'est une ode en fait au fait de poursuivre ses rêves malgré le fait qu'on nous en empêche, et que la science est accessible à tous. C'est d'autant plus important que j'ai lu très récemment, alors c'est pas des questions forcément qui m'intéressent, mais ça parle aussi de ça quand même, avec la réforme du bac qu'il y a eu, rendu compte qu'il y avait beaucoup moins de femmes qui allaient dans le milieu des sciences. Le bac que j'ai connu, en bac scientifique, il y avait des femmes voilà, et qui ont poursuivi dans des carrières d'ingénieurs, qui ont en médecine et tout ça. Là, la façon dont c'est fait, on pousse un peu les gens à s'orienter différemment, et ça ne pousse pas les jeunes filles à travailler dans les sciences, parce que voilà, il y a quand même des campagnes pour essayer de dire aux femmes d'aller dans les sciences, mais ça a toujours été un domaine qui était un peu réservé, un peu sexiste, hein, je peux vous le dire, pour avoir des connaissances qui travaillent dans ces domaines-ci, c'est pas toujours facile d'être une femme, donc voilà, c'est un livre qu'on peut remettre aussi dans l'actualité, et qui est très intéressant, donc je vous conseille vraiment. Là pour le coup, en tant que cerf d'aigle, moi c'était un plaisir de lecture. Enfin, alors celui-ci, je marche un peu sur des œufs pour vous le présenter, parce que
il est pas que Serre d'Aigle, mais il y avait un côté Serre d'Aigle du personnage que j'aimais beaucoup, c'est pour ça que j'avais envie d'en parler, et c'est surtout que la place de l'académie est importante dans cet univers, et que ça fait longtemps que je vous en ai parlé, de cet univers. Je parle du Nom du Vent, dont j'ai pris la deuxième partie parce que la première, vous savez, j'ai la grosse édition Brajlon qu'il faut que je fasse de l'haltérophilie pour la porter. Bon, je sais jamais comment on prononce le nom du personnage principal. C'est un jeune homme qui va vivre avec ses parents, et ses parents vont être assassinés, voilà, ils étaient un peu en itinérance, et qui va, par des faits de circonstances, rentrer dans une académie très sélective au niveau des études, et il va plancher et s'instruire. C'est quelque chose qui est très important dans ce monde-là, c'est un musicien, donc en fait j'avais aussi le fait que Serre d'Aigle c'est sage et réfléchi et instruit, mais c'est aussi s'instruire dans les arts, dans son art qui est la musique. Voilà, c'est un peu un petit génie de la... Merde, comment on appelle ça, j'ai plus le nom. C'est pas un ukulélé, ça n'a rien à voir. C'est pas une sitar. Pas un banjo. Le luth, il me semble, oui, c'est des luths, voilà. On a fait tous les instruments à cordes, voilà. Mais c'est un peu un génie dans le luth. C'est quelqu'un qui a des facilités à l'académie, mais qui va travailler. Il y a même tout un contexte de l'académie, notamment dans cette partie-ci, ou la partie précédente, je sais plus. Mais il y a une partie... Non, dans celle-là, il voyage beaucoup. Dans la première partie, il y a quand même une partie dans l'académie où il y a une sorte de compétition, il y a une bibliothèque, il faut l'instruction, il faut être bon pour les cours, sinon voilà, t'es rejeté, voilà. Et il y a le côté aussi, j'ai l'impression que c'est tous des Serre d'Aigle là-dedans, mais ils sont très hautains avec l'arrivée de Coiffe qui est pas un enfant qui est issu forcément des hautes sphères, voilà, il est musicien en plus. C'est un peu le Serre d'Aigle dans son sens global, selon moi, celui aussi qui est instruit dans ses arts, voilà, qui est instruit dans ce qu'il aime faire, et notamment tout ce qui est instrument. Ceux qui ne suivent absolument pas la chaîne, sachez que nous n'avons toujours pas de suite prévue pour cette série, et sachant que Patrick Rofuste est atteint de dépression sévère, et que je pense qu'en 10 ans, il n'a jamais écrit une ligne, voilà, donc ne vous attendez pas à voir la suite. Je préfère vous le dire, mais ça vaut déjà le coup de lire ce livre, même si la première partie de la deuxième journée, bah, c'est celle-ci, c'est pour moi, j'étais vraiment ennuyée dans cette première partie, par contre la deuxième partie est très très bonne. Donc voilà, ça a été en dents de scie, mais dans la globalité, l'univers est super sympa, et j'avais beaucoup aimé le système d'académie, énorme académie et tout comment ça fonctionne. Bref, le côté étudiant aussi qu'on retrouve qui est assez chouette. C'en est tout pour les petits Serre d'Aigle, pour nos chers confrères. J'ai essayé de parler aussi en mal, hein. J'ai bien dit je représente ma famille, mais je représente aussi les traits de ma famille, avec le côté hautain, le côté on est très sélectif et on est un peu en hauteur par rapport aux autres, mais j'avais envie de vous présenter ces différents portraits de Serre d'Aigle. La prochaine fois on parlera des Serpentards, ce qui va être vraiment beaucoup plus simple pour moi. Peut-être que je ne présenterai pas que 5 livres pour le coup, parce que j'ai l'impression d'être entourée de Serpentards ici. Voilà, mais en même temps, j'aime la fantaisie adulte et j'aime bien quand ça bastonne et que ça soit la ruse et on passe à travers pour essayer de gagner les combats, donc ça me paraît logique en même temps, ce sont mes goûts personnels. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez d'autres livres, bien sûr, que vous classeriez en Serre d'Aigle, je serais un petit peu intéressée. Et sur ce, je vous remercie encore pour la campagne Ulule. Je vous rappelle qu'elle se termine le 27 mars. Elle n'est même pas encore lancée. Quand je fais cette vidéo, donc je ne sais absolument pas comment elle évolue, mais je tenais quand même à vous remercier auparavant parce que vous avez toujours été un grand soutien pour les 3 Nornes, et même les gens qui ne peuvent pas forcément soutenir financièrement, le fait d'en parler autour de vos proches, de les reposter sur les réseaux sociaux, d'avoir ces petits actes qui ne coûtent rien, font que ça peut faire parler du projet, ce qui est hyper important.